Salut à tous, c'est Statman et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de test ShinTokTok à votre porte avec aujourd'hui la vidéo de test du Meizu M2 Note. Alors, ce téléphone il est un petit peu spécial en termes de ShinTokTok comme j'ai envie de dire parce qu'en fait ce téléphone est vendu par des sites d'import tels que Gearbest, TinyDeal, Banggood, eBayGoo, tout ceci, tout cela. Mais il est aussi vendu en France ce téléphone, donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en Chine il vaut environ 150 € sur les sites, notamment Gearbest, sur lequel je me suis fourni ce téléphone. Et en ce moment, on va dire qu'on peut le retrouver en France en réduction, notamment jusqu'à fin janvier 2015. Notamment, je vais vous montrer une offre chez Rue du Commerce. Je n'ai pas d'action chez eux, vous faites ce que vous voulez, c'est juste parce que j'ai trouvé cette offre intéressante sur internet. Où on peut avoir ce téléphone à 189 €, frais de port compris sur sur une livraison gratuite, donc une livraison en 4-5 jours, j'ai envie de dire, si je ne dis pas de bêtises. Et ce qu'il y a à savoir, donc en plus de ce prix qui n'est pas très haut comparé aux autres prix que j'ai pu voir sur internet, il y a en ce moment une ODR de Meizu sur le M2 Note jusqu'à fin janvier 2015 pour pouvoir avoir 50 € remboursés sur l'achat d'un Meizu M2 Note. Ce qui fait que vous pouvez potentiellement avoir ce téléphone à 139 €. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est que je ne vais pas faire de commentaires sur ce téléphone parce qu'en fait, la version chinoise et la version européenne est un petit peu différente, même si elle partage certains défauts. Il y a quelques différences, notamment en termes de firmware, ce qui fait que je ne pourrais pas vous recommander ce téléphone par rapport à mon test du Meizu M2 Note que vous allez voir aujourd'hui. Donc voilà, vous avez ça à prendre en compte en même temps que je vais vous parler tout au long de cette vidéo. Donc commençons tout de suite sur cette vidéo et abordons le premier point qui fâche, comme l'Amazon Kindle Fire que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, c'est le fait que le Play Store de base ne soit pas installé. Donc comparé à l'Amazon Kindle Fire, c'est assez simple de l'installer, donc je vais essayer de vous montrer rapidement. Alors, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est aller sur le store de Meizu, que j'ai classé dans App System. Vous allez sur l'App Center de Meizu, qui est tout en chinois d'ailleurs. Vous allez dans l'option recherche, ici la petite loupe. Vous tapez Google Installer. Voilà, Google... Non, Web... C'est dur de taper en fait en face caméra. Installer. Voilà, vous tapez Google Installer, comme ça c'est mieux. Vous faites recherche. Vous cliquez sur la première chose que vous propose justement l'App Store de Meizu, vous l'installez. Une fois que c'est installé, donc moi c'est déjà installé, vous faites ouvrir. Vous appuyez sur Install ici, ça vous installer les Google Play Services, le Google Play Store et le manager de compte Google. Le problème c'est qu'après avoir fait ça, ce n'est pas suffisant parce que ça va vous installer le Play Store et les services Google en 32 bits. Ce qu'il va falloir faire pour pouvoir faire fonctionner le Play Store et les services Google, c'est d'aller sur Internet. Donc moi je vais aller sur sur Google Chrome maintenant que je l'ai. Et vous allez taper Meizu M2 Note. M2 Note. Je fais un petit peu toi. Play Service. Voilà, dès que vous avez fait ça, vous attendez. Vous allez aller jusqu'à ce poste qui est sur le site de Giz China pour le Meizu MX5 qui vous explique justement quand mettre le Play Store dessus. Donc vous descendez. En dessous des screenshots, vous allez avoir à un petit moment un petit lien vers APK Mirror. Donc vous allez cliquer dessus. Voilà, ça vous ouvre un nouvel onglet sur Google Chrome. Et vous allez installer les Google Play Services. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut choisir les Google Play Services avec comme nom de code dans la liste. Vous descendez. Il faut choisir le nom de code de 248. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est marqué plus haut sur la page. Il faut choisir la bonne version. C'est que 2, c'est pour Android 5.0 avec les Google Play Services V8. 4 parce que notre processeur c'est un ARM V8 64 bits. Et 8 parce que notre écran, enfin du moins notre définition est de 480 dpi. Donc voilà, vous appuyez sur les Google Play Services 248 qui sont ici. Donc chaque fois que vous avez une version plus récente, vous n'hésitez pas à l'installer. Vous fermez la pub, vous vérifiez 248 et une fois que c'est bon, vous cliquez sur Download. Donc voilà, ça va télécharger. Puis après le téléchargement fait, ça va vous demander de remplacer les Play Services. Vous faites OK et normalement après le Google Play Store est fonctionnel. Donc voilà pour cette petite phase d'introduction de test. Donc pour toute personne qui ne veut pas bidouiller le téléphone, mieux vaut l'acheter en France parce que là c'est sûr vous aurez le Play Store dans la version européenne. Donc voilà, commençons maintenant le test par les habituels temps de démarrage et d'éteignage. Alors pour démarrer ce téléphone, il faut environ 50 secondes, pour l'éteindre environ 15 secondes, et il n'y a pas de musique au démarrage, c'est une très bonne chose.
Commençons par la partie hardware sur ce test et passons par une petite partie caractéristique comme d'habitude. Alors ce téléphone a un écran de 5,5 pouces en définition 1920 par 1080p, donc c'est du Full HD. Ce qui fait sur un 5,5 pouces normalement du 400 ppi. Encore une fois je ne l'ai pas noté, donc encore la dernière fois aller sur notre application, enfin sur notre web application pour voir comment calculer les DPI. Alors on tape 1920 oui par 1080 sur un écran de 5,5 pouces. Ça nous fait une définition, donc comme je le pensais, de 401 pixels par pouce. Alors c'est pas mal du tout. Donc c'est un écran, je rappelle que ce téléphone coûte 150 €, donc avoir un écran Full HD en plus, on va en parler après, qui est de qualité tout à fait convenable, c'est un bon point. Le SoC dans ce téléphone, c'est un MediaTek MT6753, donc un Octo-Core 1,3 GHz Cortex A53. Le GPU, c'est un Mali T720 MP3 selon Meizu, cadencé à 450 MHz. Nous avons 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Nous avons un port pour carte SD, un appareil photo frontal de 13 mégapixels, un appareil photo dorsal de 13 mégapixels et frontal de 5 mégapixels. Une batterie de 3100 mAh qui, selon Meizu, est une batterie de chez Sony. Alors, pour ce qui est des touches système, c'est pour une fois un peu particulier. Sur ce téléphone, comme tout bon iPhone, nous avons une seule touche système. Mais je vais en reparler tout à l'heure dans la partie... Enfin, même je vais en parler tout de suite, tiens. Bon, ça ira plus vite. Cette touche système, en fait, sert à tout. Si vous restez appuyé, en fait, c'est ça, comme touche Home. Bah, par contre, si vous tapez dessus, ça sert de touche retour. En fait, c'est comme si vous aviez une touche ici retour. Et pour accéder au multitâche, vous devez faire un petit glisser depuis le bas. Et pour vider le multitâche, une application par une, c'est vers le haut, et toutes les applications, c'est vers le bas. Donc je trouve personnellement que ce système, même s'il est un petit peu déroutant, je le trouve, dès qu'on a pris la main, assez intuitif, et même assez sympa, pour ne pas dire carrément original. Donc j'aurais envie de dire, bien joué Meizu. Sachant qu'en plus, sur les versions plus récentes, je crois que sur le Meizu MX5 et sur le Meizu Pro 5, je crois que ce bouton, qui s'appelle le bouton M-Back, contient un capteur empreinte digitale, donc c'est bien vu. Pour ce qui est des micros, nous avons deux micros sur cet appareil. Nous avons un micro qui est ici en bas et un micro qui est ici en haut pour annuler les bruits ambiants, ce qui est une bonne chose, même sur un téléphone à 150 €. Nous avons un capteur de proximité, un capteur de luminosité et notre port micro USB 2.0 est OTG. Pour ce qui est de la résistance du téléphone, pour ce qui est de la résistance à la torsion, alors là, ce téléphone est parfait. Il ne plie pas dans aucun des cas, il ne pliera ce téléphone. Là, je peux forcer comme un fou. D'ailleurs, j'ai pas compté parce que ce téléphone n'est pas à moi. Ce téléphone est vraiment très très solide. En fait, il est fait de polycarbonate à l'arrière. Je pense que c'est la même matière que sur l'iPhone 5C, donc je pense que c'est un petit peu de là qu'ils se sont inspirés aussi pour faire ce téléphone. Un petit peu iPhone 6, un petit peu iPhone 5C. La matière, elle est très très solide là-dessus. J'ai aucun souci de solidité à relater. Pour ce qui est de la pression sur l'écran, encore une fois, c'est assez surprenant parce que c'est meilleur que sur beaucoup de téléphones no-name. Enfin, Meizu, c'est pas no-name. Alors là, comme vous pouvez voir, si j'appuie vraiment très fort, j'arrive à faire des marques et des déformations. Mais par rapport à d'autres téléphones de marque no-name, comme je l'ai dit, la résistance est quand même bien meilleure. Donc pour ce qui est de ce point-là, la coque en plastique, elle est très très rigide. La résistance sur l'écran est meilleure qu'escomptée par rapport aux téléphones no-name qu'on trouve dans ce genre de prix. Donc j'aurais envie de dire que pour la solidité, à ce prix-là, c'est du tout bon. Après, non plus, ce ne sera pas un téléphone Caterpillar, même si, il faut quand même le rappeler, parce que j'ai vu pas le test par rapport au téléphone Caterpillar, celui-ci a un écran qui est quand même assez fragile. Hein. Il n'y a en fait que le tour qui est protégé de manière hermétique et au choc. Passons maintenant à l'écran. Donc pour ce qui est du confort de vision, il est bon, même si parfois on ressent que l'écran n'est pas éclairé homogènement. Donc à la caméra, on ne le verra pas, j'en suis sûr. Mais en fait, on voit que la lumière vient d'ici. Ça fait une sorte de petit halo lumineux. Alors, je vous rassure, ce n'est pas non plus désagréable au point ça s'appelle d'avoir des gros halos et de se dire « Oh là là, mais j'arrive plus à rien voir ». Mais en fait, ça se ressent des fois quand on est un petit peu trop attentif sur l'écran. Donc, c'est un peu dommage de la part de Meizu. Ils nous ont fait l'effort de mettre un écran 1080p, on va pas cracher dessus. Même s'il n'est pas parfait, il est bon au niveau du confort de vision. Parce que j'ai vraiment rien à lui reprocher dessus. En plus, il a d'excellents angles de vision. Parce que c'est bien sûr un écran IPS. Alors je sais pas si j'arrive à vous le montrer bien sur la vidéo, mais là les angles de vision sont vraiment très bons. J'ai vraiment rien à reprocher à cet écran là, si ce n'est qu'il n'est pas éclairé homogènement et que ça se voit. Pour ce qui est de la colorimétrie, alors les couleurs sont vives et les contrastes sont élevés à l'œil, donc j'essaie de vous le montrer avec YouTube. Le rouge de YouTube, je sais pas si ça passe à la caméra, mais il est vachement plus rouge que d'habitude. Il est carrément plus rouge que d'habitude, on passe même pas... Ça peut le faire d'euphémisme. Alors j'ai essayé de trouver un autre téléphone avec... Tiens, j'ai le... Ça s'appelle...
Non, le Xiaomi Redmi 2 il est éteint. Bah tiens, on va prendre le Microsoft Lumia, voir à côté ce que ça donne. Sur un écran rouge, alors... Donc si on compare le rouge des deux écrans, si vous arrivez à voir, les rouges du Meizu sont quand même beaucoup plus prononcés. Là, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais le rouge est quand même beaucoup plus vif. Alors ça peut plaire, pour tous les fans des écrans AMOLED, ça peut plaire, même si ce n'est qu'un écran IPS LCD. Moi personnellement ça me plaît, je ne suis jamais contre dire des couleurs contrastées tant que ça reste contrôlé, que nous ne tombons pas dans les excès du Super AMOLED de Samsung. Donc voilà, pour ce qui est de la luminosité maximale, alors là c'est vraiment un de ces très bons points. La luminosité maximale elle est excellente, donc ce qui fait qu'en plein soleil on arrivera à très bien voir le téléphone. Même que parfois cette luminosité maximale a quand même pour, on va dire, défaut de faire chauffer le téléphone. Mais quand vous aurez besoin, ça s'appelle d'avoir beaucoup de lumière venant de votre écran, ce téléphone répondra présent. Pour ce qui est du nombre de points et de la réactivité, nous sommes sur un écran 10 points avec une réactivité qui est tout à fait correcte. Les bordures d'écran sont elles aussi correctes, je trouve, elles ne sont pas extravagantes, donc c'est vraiment assez fin. Personnellement, je n'ai rien à reprocher à aucun téléphone en termes de bordure. Personnellement, c'est pas un point qui m'intéresse, mais bon, si ça vous intéresse, vous pouvez voir que les bordures sont quand même assez petites. Et même qu'en général, l'écran prend quand même une bonne part de l'espace avant du téléphone. Je pense que Meizu a bien travaillé en termes d'optimisation de ratio écran-surface. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire par rapport à cet écran-là. Et tout de suite, on va se regarder une vidéo Full HD. Donc pour une fois, une vidéo offline, parce que quand ça s'appelle mon Wi-Fi déconne. Oh là là, oui. Alors, MX Player, pour une raison qui m'échappe, déconne. Donc finalement, ça va être vidéo online, je pense. À moins que j'ai une... Ça s'appelle de quoi récupérer le fichier. Est-ce que j'ai ES File Explorer? Oui, ES File Explorer. Alors, on va essayer de le faire depuis ES. Parce que pour une raison qui m'échappe, MX Player fonctionne mal sur ce téléphone. Je ne sais pas du tout pourquoi. Mais bon. Alors, est-ce que ça marche depuis là? Voilà. Mettre le son. Mettre le son à fond. Alors pour ce qui est de l'image, il n'y a aucun souci. L'écran 1080p est totalement de très bonne qualité. Et si on te fait un zoom dessus pour voir si on voit les pixels. Non. Ma caméra lâche avant. On n'ira pas distinguer un pixel sur cet écran. C'est totalement magnifique. Je vais remettre le son au maximum pour que tu puisses entendre. Le son est correct, mais il n'est pas exceptionnel sur ce téléphone. Donc pour ce qui est de l'image, c'est vraiment très bon en termes de vidéo. J'ai aucun souci, même en 1080p, à faire tourner des vidéos. Par contre, un petit spoiler sur le son, il n'est pas très bon avec le haut-parleur du téléphone. Ça tombe bien, passons tout de suite à la partie audio. Pour ce qui est du son de l'écouteur en appel, donc de l'écouteur qui est ici pour pouvoir écouter nos interlocuteurs, je n'ai rien à dire dessus, il est tout à fait normal et la qualité de son est tout à fait bonne. Pour ce qui est du son du haut-parleur du téléphone, comme je vous disais, j'ai pas grand chose à lui reprocher, notamment pour le prix, mais la puissance est assez moyenne et il y a 0 basse dessus, comme sur tous les haut-parleurs en général. Pour ce qui est du son en prise jack, rien à dire dessus, c'est totalement bon. Pour ce qui est du son en casque Bluetooth, c'est nickel. J'ai vraiment rien à lui reprocher, aucune coupe en Bluetooth, c'est parfait. Et pour ce qui est du son, pour pouvoir vous montrer, on va dire de manière définitive, la qualité du son, nous allons aller écouter nos deux habituels morceaux de musique, Hot Hit et Motocross. Alors d'abord on va commencer par Hot Hit. Alors ça me permet de pouvoir vous montrer, ça s'appelle l'application musique donnée par Meizu, qui se repose de base sur un système de... Enfin j'ai envie de dire le iTunes à la Meizu. Donc il faut aller dans mes chansons, ça s'appelle, pour pouvoir accéder à une chanson en local. Donc voilà. On va d'abord se taper Hot Hit. À fond. Alors pour ce qui est des chansons s'appelle où il n'y a pas trop de basse, ça se passe bien, je trouve. En fait le son est vraiment correct. Par contre dès qu'on a besoin de beaucoup de basse comme sur Motocross, on a toute une partie qui s'appelle du spectre qui part en l'air, qui n'est plus là, c'est des basses ça peut. Ce qui fait que le son est de qualité tout à fait moyenne.
Donc voilà pour ce qui est du son. Sur des morceaux, il n'y a pas trop à dire de basse, ça va bien. Sur les morceaux, il y a beaucoup de basses, ça va pas super bien. Et sur les vidéos, ça passe totalement. Le haut-parleur peut être en train de regarder tranquillement des vidéos. Il faut préciser que le haut-parleur est en bas. C'est un haut-parleur mono avec la petite grille ici. T'as un bon iPhone 6. Haha, on se demande où est-ce qu'ils ont piqué ça. Hein. Et donc le son en général venant de ce haut-parleur, je n'ai pas grand-chose à lui dire pour le prix, même s'il n'est pas non plus de qualité excellente. Pour ce qui est des appareils photo, l'appareil photo arrière est une caméra 13 mégapixels avec autofocus et un double flash LED double ton. Pour ce qui est des photos en pleine lumière, je trouve qu'elles sont vraiment bonnes, surtout pour le prix. C'est ça qu'il faut toujours prendre en considération lors de ce genre de comparatif. Pour ce qui est des sons des photos en basse lumière, c'est vraiment pas mauvais. Le piqué est vraiment très correct. Pour ce qui est des photos en basse lumière avec le flash, le bruit est quand même très présent. En fait, même sur les photos en basse lumière, le bruit est présent, c'est ça qu'il faut se dire. Même, c'est quasiment automatique sur toujours l'appareil photo de téléphone. Mais le piqué est encore une fois très correct. Mais par contre, le focus de près est dans tous les cas impossible. Pour ce qui est du mode HDR, oui, il y en a un, et il me semble plutôt bon dans les cas où le HDR est nécessaire. Mais par contre, si chaque fois on s'amuse à trop utiliser le HDR, ça va nous donner des photos trop claires, avec des blancs qui vont être très clairs et des couleurs qui vont tirer au fluo. Ce qui est selon moi une mauvaise chose. Pour ce qui est des autres modes, il y en a certains, mais bon, je ne les trouve pas intéressants du tout, donc je vais me passer de vous les montrer. Pour ce qui est de la qualité vidéo, alors les vidéos en haute lumière en extérieur sont de bonne qualité, mais en intérieur la qualité est assez décevante, je trouve ça dommage. Pour ce qui est de la fameuse vidéo en basse lumière avec flash que vous verrez à la fin de mon blabla habituel, le flash en vidéo est vraiment très bon, je n'ai aucune critique à lui faire et surtout pour le prix il est excellent, mais la qualité elle est décevante avec des objets comme vous le verrez qui se détournent assez mal. Pour ce qui est de la caméra frontale, c'est une caméra 5 mégapixels, un peu plus basique, ça va être du Omnivision comme souvent. Les selfies en pleine lumière sont pas super, mais convenables pour une caméra frontale. C'est vraiment loin d'être la caméra frontale la meilleure du monde. Pour ce qui est des selfies en basse lumière, alors, je trouve que la caméra arrive à bien capter le peu de lumière disponible, donc sur ce point-là, c'est satisfaisant, même si, vous le verrez, la qualité n'est pas non plus exceptionnelle, c'est vraiment assez dégueulasse en basse lumière, mais il faut vraiment remarquer que le capteur a vraiment tendance à vouloir chercher le plus de lumière possible, donc là-dessus, je trouve ça très bien. Pour ce qui est d'un flash frontal, il n'y en a pas. Et pour ce qui est des autres modes, il y a surtout, comme d'habitude pour les appareils asiatiques, un mode beauty, dont je vous montre une jolie photo tout de suite. Voilà, je suis totalement beau et totalement bien maquillé. LOL. Et pour ce qui est de la qualité vidéo, donc en général, elle est convenable pour une caméra frontale, mais c'est pas génial du tout. J'ai envie de dire que ça correspond au prix, rien de plus. Donc en résumé, un bon appareil photo pour le prix, mais un appareil pas génial pour de la vidéo. Et tout de suite, les extraits vidéo dont je vous ai parlé avant. Et une petite vidéo dans le noir avec le Meizu M2 avec son flash. Alors comme vous pouvez voir, le flash est vraiment assez puissant, mais ce qu'il se passe, c'est que l'angle est bien sûr moins grand qu'en photo quand vous devez prendre une vidéo. Donc c'est pas très important, mais je trouve sincèrement que le flash est d'une très bonne qualité, comme vous pouvez voir par rapport à d'habitude. Les plus mauvais flashs n'arrivent pas à afficher le bas de ma cave, alors que là, cette fois-ci, on y arrive amplement avec la simple double LED de l'appareil. Et comme vous pouvez voir, les détails, je les trouve, sont vraiment convaincants pour un appareil qui ne coûte, je rappelle, que 160 € en import. Donc si on se rapproche bien sûr d'une habituelle boîte de raviolis qui se trouve comme d'habitude toujours ici, et qu'on fait un focus dessus, tout se passe très bien, même si, comme vous pouvez voir, le flash est tellement puissant que la moitié des lettres sont masquées par le flash. Pour ce qui est du micro, vous l'entendez encore une fois depuis une minute, et je pense que j'ai pas grand chose à rajouter, à part que le focus se fait manuellement sur ce téléphone, ce qui n'est pas très grave, mais qui est remarquable. Et une petite vidéo avec la caméra frontale du Meizu M2 Note dans une situation où la lumière est abondante grâce à à ma lampe que j'ai dans ma chambre. Et comme vous pouvez voir, je trouve que la qualité vidéo est convenable. Ce n'est pas la meilleure caméra frontale de 5 mégapixels que j'ai jamais vue, mais la qualité est largement passable et vous pourrez facilement justement faire des vidéos avec. Même si je sais pas si c'est très répandu sur des vidéos, à part pour Snapchat, hein. Snapchat, Instagram, tous ces trucs où vous avez besoin de ça. Que j'utilise aussi, je vous rassure. Hein. Mais bon, pour ce qui est de la photo, ça va, c'est convenable. Pour ce qui est de la vidéo, c'est pareil, même je trouve que c'est très fluide. Donc tant mieux, j'aurais envie de dire. Donc la caméra frontale passe le test. Voilà, après la partie photo, passons maintenant à la partie autonomie. Donc ce téléphone a une capacité de batterie de 3100 mAh, une batterie inamovible, parce qu'elle est figée derrière cette fameuse coque en polycarbonate type iPhone, hein. Mais bon, sauf que l'iPhone, lui, c'est en métal. Hein. Donc pour ce qui est de l'autonomie polyvalente, alors là, c'est vraiment là où ce téléphone fait des excellents scores. J'ai réussi à tenir entre 4h10 et 5h17 en termes d'autonomie polyvalente.
Je tiens à rappeler que, pour exemple, les meilleures autonomies polyvalentes que j'ai jusqu'ici, c'était le Lenovo A399 avec 4h30 environ, et le Asus Zenfone 2 avec 4h30 aussi sur certains cas, même si le Asus Zenfone 2 tournait plus autour des 3h30. Donc là, nous avons vraiment un excellent téléphone, très autonome en termes d'autonomie polyvalente. J'ai même atteint les 2 jours avec ce téléphone en utilisation, j'ai envie de dire, entre le normal et une utilisation voilà, qui envoie, j'ai pas mes mots, zut, une utilisation demandeuse, disons, parce que je n'ai plus mes mots. Donc vraiment une très bonne autonomie. Pour ce qui est d'une autonomie légère qui correspondrait à de la lecture de page web ou de la lecture tout court sur le téléphone, j'ai dépassé les 10 heures pour la première fois dans l'histoire de ma chaîne. J'ai atteint les 10h07 sur ce test, donc une excellente autonomie très légère. Pour ce qui est des jeux vidéo, par contre, là, le bas baisse un petit peu, donc on passe entre 3h30 et 4h, donc ce qui reste très bien, mais qui n'est pas non plus, on va dire, au niveau des autonomies d'avant. Pour ce qui est d'autonomie vidéo, alors là aussi, j'étais un petit peu étonné, parce que en autonomie YouTube, avec des vidéos en 1080p, parce que c'est la définition de l'appareil, je n'atteins que 4h53, alors que d'habitude, sur des autres appareils, j'atteins beaucoup plus, avec des autonomies polyvalentes bien moindres. Donc je pense que c'est lié aussi parce que le téléphone a beaucoup chauffé pendant sa session YouTube, parce qu'en fait la luminosité, comme je l'ai expliqué, est forte, et je pense que la luminosité à 50% sur ce téléphone est bien plus forte que sur d'autres téléphones testés auparavant. Pour ce qui est du même test vidéo, mais sur MX Player avec une vidéo 1080p, on tient 5h20, ce qui est un petit peu mieux, et qui est aussi très correct là-dessus. En fait, c'est un petit peu décevant par rapport aux autres autonomies, mais non, pas blaguer sur ce téléphone sur ce point-là, c'est vraiment pas mal. Pour ce qui est du temps de charge, on met 2h15 à la recharger sur une batterie externe de 2A, parce que je me suis amusé à force de test une fois, cette fois-ci, et on met environ 2 heures sur son chargeur d'origine donné dans la boîte. Donc en résumé, les autonomies sont vraiment le point fort de ce téléphone, mais on verra dans la partie bug de la partie avis qu'il y a en fait une petite raison, je pense, à ces autonomies qui sont si bonnes. Donc si vous voulez apprendre pourquoi les autonomies, je pense, sont aussi bonnes, soit vous attendez la fin de la vidéo, soit vous skippez à la partie avis. Donc voilà, passons maintenant aux connectivités. Ce téléphone a une connectivité soit simple SIM, soit dual SIM. Alors, le choix vient du fait en fait que le port en fait s'appelle le slot pour la carte SIM en fait offre les deux possibilités. Donc pour une fois nous allons l'ouvrir. Alors, clac. Alors je vais défaire une carte SD sans la s'appelle la dépluguer. Donc d'abord ce que je vais faire. Faut aller où déjà à propos du téléphone. Alors oui, ça on en reparlera aussi à la fin. C'est le bordel dans les paramètres là-dessus. On peut déjà en parler. Les paramètres c'est vraiment n'importe quoi. On en reparlera à la fin. Démonter la carte SD, oui. Oui, allez, vas-y, démonte-toi. Oui, ça a démonté. Maintenant on peut démonter le chariot SIM. Parce que bien sûr, vu que le téléphone a un capot inamovible, nous avons le droit à un chariot SIM. Alors voilà. Clac. Comme vous pouvez voir, nous avons le choix. Soit pour ce téléphone, nous avons un téléphone simple SIM, nano SIM, micro SD, qui peut aller, comme vous pouvez le voir, qui fonctionne avec 64 Go Team SanDisk, comme je possède. Merde. Alors ça, par contre, c'est ce que je déteste avec ce chariot, et j'allais en parler, c'est qu'en fait, tout tient un petit peu dans le vide, un peu n'importe comment, ce qui fait que ce qui peut se passer, c'est que votre carte SD peut tomber. Et j'aurais largement les boules si je viens de péter ma carte SD 64 Go qui coûte 20 €. J'aurais vraiment les boules. Donc bref. Sinon, vous avez un téléphone double nano SIM, mais qui n'a pas de possibilité d'étendre sa mémoire. Donc ce sera le choix que vous aurez à faire au moment de penser à acheter ce téléphone, si vous voulez l'acheter. Soit double SIM sans extension carte SD, soit simple SIM avec extension carte SD. Et ce que l'on peut dire de bien sur ce chariot de carte SIM, c'est qu'en fait, ils ont pensé à faire une sorte de petits ressorts dessus au bout, pour pouvoir avoir un petit peu de jeu, et faire que l'entrée du chariot ne se coince jamais et tombe toujours bien. Et le petit point de design qu'on pourra regretter, c'est que le chariot dépasse d'un petit millimètre. J'espère qu'ils ont réglé ça avec les modèles plus récents que le mien, sinon c'est un petit défaut de design. Donc revenons aux connectivités après cette petite pause de carte SD. Alors pour ce qui est des réseaux supportés, il est totalement compatible avec les réseaux 2G français, totalement compatible avec les réseaux 3G français, et il est compatible avec la bande 3 et la bande 7, donc c'est-à-dire la LTE 1800 et 2600 en France. Et comme beaucoup de téléphones asiatiques, enfin en tout cas faits par des marques totalement asiatiques, il manque le LTE 800, donc la B20, ce qui est vraiment dommage pour nous. Pour ce qui est de l'accroche, elle est bonne, là-dessus je n'ai rien à dire. Pour ce qui est de la qualité d'accroche, le téléphone ne décroche pas de manière inopinée du réseau. Donc comme je l'ai montré, le port carte SD fonctionne et il est compatible, enfin en tout cas, moi je l'ai testé avec des cartes SD jusqu'à 64 Go. Pour ce qui est des autres connectivités, le Wi-Fi, oui.
Ah, non, pas toi. Le Bluetooth, oui. Le GPS, oui. Alors, c'est un bon GPS sur ce téléphone. J'ai été étonné parce qu'avant, les médiathèques avaient vraiment une très mauvaise réputation en termes de GPS. Mais sur ce téléphone, il fonctionne très bien. Pour ce qui est du gyroscope, oui, lui aussi fonctionne très bien. Un accéléromètre, oui. Le partage de connexion, oui. Le NFC, non. L'infrarouge, non. L'accès au VPN, oui. Une lettre de notification, oui, qui se trouve ici, que l'on verra peut-être pendant la vidéo clignoter, mais qui ne clignote qu'en blanc, qui n'est qu'une lettre de notification blanche. Donc quoi qu'il se passe, il n'y aura pas de couleur qui sortira de cette lettre de notification. Pour ce qui est de la radio FM, non, je suis un petit peu étonné, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas accès à la radio FM. Et l'USB OTG, oui. Donc pour ce qui est de la connectivité, elle est relativement complète, sauf que le manque de LTE 800, sincèrement, je vais être très franc avec vous, me casse un petit peu les couilles pour tous ceux qui sont chez SFR et qui sont chez Bouygues Télécom, qui sont chez Orange, je crois aussi. Les trois opérateurs sont concernés. Personnellement, comme vous pouvez le voir, je suis chez Free, donc je n'ai pas ce problème pour l'instant. Pour ce qui est des benchmarks, donc comme sur la vidéo d'avant, blablabla, tableau. Et donc si vous voulez voir ce tableau plus longuement que là maintenant sur la vidéo, je vous invite à aller dans la description où il y aura la fiche descriptive que je produis pour chaque téléphone. Donc là vous aurez le droit à la fiche descriptive pour le Meizu M2 Note où il y a benchmark, autonomie, caractéristiques, points positifs, négatifs et tout le tralala. Donc passons maintenant à la dernière partie de la partie hardware, c'est-à-dire le test de jeux vidéo. Alors maintenant que mon setup a changé, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de les faire maintenant en même temps sans changer d'angle de vue. Alors, pour ce qui est des jeux 2D légers, qu'est-ce que nous avons testé sur ce téléphone? Qu'est-ce qui m'a surtout testons Benji Bananas, un jeu qui existe quand même depuis assez longtemps et qui a de la musique. Donc on va pas mettre trop forte. L'important n'est pas la musique sur ce jeu, mais de voir comment il tourne. Donc voilà, play. Et comme vous pouvez le voir, je suis un boss à ce jeu. Et comme vous pouvez le voir, ça tourne très bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Les bananes tournent très bien aussi. Et je n'aurai pas de gros problèmes à vous dire sur les jeux 2D légers. Ce téléphone est largement capable, malgré une définition Full HD, de les faire tourner. Et donc voilà. Pour ce qui est des jeux 2G un peu plus lourds, alors nous avons utilisé, comme la dernière fois, Monster Dash avec le fameux niveau qui s'appelle, je sais plus, Gaz Inflammable, un truc comme ça. Donc on va voir. Donc le jeu se lance vraiment rapidement comparé, ça s'appelle l'Amazon Kindle Fire, vous allez le voir. Hein. Alors je sais pas si la caméra ça se voit, mais moi je vois réellement, en tout cas pour avoir utilisé un autre téléphone récemment, que cet écran est très très contrasté. Les contrastes sont vraiment très bons sur ce téléphone, malgré que ce soit seulement un écran LCD. Et pas un écran IPS. Donc gaz inflammable. Voilà. Donc la fameuse porte. Voilà la porte qui s'ouvre. Alors comme vous pouvez voir déjà, ça s'appelle le jeu quand même Ramouille. Monster Dash Ramouille, donc ça donne déjà une bonne indication par rapport au jeu 2D lourd. Et là comme vous pouvez voir, nous sommes carrément en low frame rate. Le jeu tourne au ralenti. Alors certains me diront, ouais il tourne au ralenti mais il n'est pas saccadé. Oui certes, mais Monster Dash, comme beaucoup de jeux s'appellent de type Temple Run, hein, c'est un peu l'origine de ce genre de jeu. Bah ça se joue quand même sur la vitesse, et là quand vous voyez que le téléphone tourne en low frame rate, c'est un petit peu dommage. Et donc ça m'amène comme à un des points que je parlerai en conclusion. Le MT6753 selon moi n'a rien à faire sur un écran 1080p. Le GPU Mali T720 double ou triple cœur, selon moi, n'est pas suffisant pour faire tourner des jeux de manière convenable. Surtout des jeux qui vont être très demandeurs. Donc, la seule raison que ça s'appelle d'avoir un 1080p sur un MT153, c'est pour tout sauf les jeux. Donc comme vous pouvez le voir, là, ça tourne en low frame rate. Donc pour moi, ce n'est pas satisfaisant. Pour ce qui est des jeux 3D légers, donc on va aller voir de quel côté, qu'est-ce que j'ai sur cet appareil. J'ai à peu près rien en 3D léger. Bon, on va passer. Donc, ce que je peux vous dire par rapport aux jeux que j'ai testés, c'est qu'il n'y a aucun souci. Par exemple, sur les Temple Run et tout comme ça fonctionne très bien. Là-dessus, il n'y a plus de low frame rate. Par contre, si on passe en 3D lourd, alors on va aller sur Asphalt Nitro, qui est la version à dire light d'Asphalt 8, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est en fait un Asphalt 8, sauf qu'au lieu de peser 1,5 Go, il pèse seulement 80 mégas en tout sur votre mémoire. Alors, aussi, le truc qui va être bien, vu que j'ai repris mon vieux caméscope, c'est que vous allez enfin pouvoir voir en Full HD
une vidéo à 50 images secondes. Donc c'est là-dessus, enfin, c'est ce point-là qui a fait dire que je devais abandonner mon, c'est pas le mien, mais le Canon EOS 1200D. Donc voilà, on récupère, allez, dépêche-toi, on s'en fout, on veut jouer. Comme vous pouvez voir, je joue souvent à ce jeu. Voilà, tiens, non pas duel. On va faire une course classique. La première course. Voilà. On attend le temps de chargement. Et une voiture passe. Donc voilà, le temps de chargement est fini. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez fluide. Hein. Donc vous allez me dire, ouais, mais il s'est foutu de notre gueule avant avec comment ça s'appelle, avec Monster Dash. Non, parce qu'en fait, Asphalt Nitro, c'est vraiment un jeu qui arrive à s'adapter au maximum et qui arrive à tirer au maximum. Ça, je peux vraiment tirer mon chapeau au niveau de ça à Gameloft. C'est un jeu qui arrive quand même à bien s'adapter par rapport aux configurations auxquelles il est confronté. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Mais par contre, si on passe sur des jeux vraiment demandeurs et qui, eux, ne peuvent pas se régler de manière assez, assez efficace, et pourtant ça vient aussi de chez Gameloft, on va prendre Nova 3 par exemple. Une erreur est survenue, réessayer. Voilà, c'est mieux. Ce jeu vient aussi de chez Gameloft et pourtant il n'y a pas de réglage, ça s'appelle des paramètres graphiques. Et vous allez voir que là par contre ce n'est pas du tout la même paire de manches. Et vous me voyez dans l'écran. Coucou. Donc voilà, en focus ce sera mieux. Autre écran de chargement. Donc voilà, c'est parti, allez. Et là, c'est plus du tout la même paire de manches. C'est plus du tout la même paire de manches. Alors là, on est en total low frame rate. C'est, je vais pas vous mentir, c'est injouable. Moi qui adore jouer à ce jeu-là, c'est clairement injouable. La caméra met 10 plombes à tourner. Regardez, ça met 10 plombes à tourner, ça fait des arrêts carrément. Et dès que ça commence à tirer un petit peu, voilà, c'est fini. Hein. Sincèrement, c'est dommage. Je pense, et là c'est vraiment l'erreur faite par beaucoup de constructeurs, je me demande pourquoi ils ont arrêté d'utiliser le Mediatek MT6752 et qu'ils ont surutilisé le 6753, notamment sur des écrans Full HD. Comme vous pouvez voir sur un écran Full HD, ce téléphone n'est pas du tout capable de faire tourner le jeu 3D. Sincèrement, c'est injouable. Dès qu'il y a des balles qui partent de partout, c'est fini. Donc voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que ce jeu-là, je l'adore et là, clairement, je me fais pas du tout plaisir. Sur des jeux 3D lourds, si vous avez de la chance comme Asphalt Nitro, ça passera. Si vous n'avez pas de chance comme sur Nova 3, ça ne passera pas. Et clairement, c'est là où je mets mon coup de gueule par rapport à beaucoup de constructeurs. Pourquoi vous utilisez le Mediatek MT6753 sur un écran Full HD? Je trouve ça totalement ridicule. Bref. Donc passons maintenant à la partie software. Et comme d'habitude, enfin presque comme d'habitude, parce que bientôt nous allons avoir un Windows Phone en test, ce système d'exploitation est un système Android en version 5.1 qui est surcouché grâce à la surcouche de Meizu qui s'appelle Flyme OS. Je ne sais pas si c'est marqué à propos des paramètres. Voilà, ici. Modèle M2 Note, version Android 5.1, système Flyme en version 4.5.4.2a. Alors c'est quand même assez long comme nom de système. En tout cas, le numéro de version est assez long. Donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Commençons comme d'habitude par la gestion de la RAM. Donc dans ce téléphone, il y a 2 Go de RAM et ce que je peux vous dire, c'est que la RAM est très bien gérée sur cet appareil. On peut faire tourner comme un assez grand nombre d'applications en arrière-plan, ce qui peut compenser le problème de wake lock sur ce téléphone, même si ça ne l'excuse pas. C'est ce problème-là dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à la très bonne autonomie de cet appareil, c'est qu'en fait, le système de wake lock sur ce téléphone fonctionne de manière bizarre. C'est quand même pareil sur beaucoup de téléphones chinois, de téléphones de marque chinoise, donc c'est-à-dire Xiaomi, Meizu, Oppo, je crois que c'est pareil. Honor, j'ai pas encore essayé, Huawei, j'ai essayé, mais je suis pas encore sûr de la faire. Donc voilà, c'est de là où peut venir l'autonomie qui est quand même assez bonne, c'est le problème de wake lock. On en reparlera en conclusion. Pour ce qui est des panneaux de notification et des quick settings, alors je vais vous le montrer tout de suite. Si vous glissez une fois depuis le haut, vous avez le droit aux quick settings principaux que vous aurez définis. Et en dessous à vos notifications. Et si vous tirez une deuxième fois, vous avez accès à tous vos quick settings. Alors comme vous pouvez voir, il y en a quelques-uns. Il y a le Wi-Fi, le Bluetooth. Vous pouvez régler si vous voulez la 4G en priorité,
les différents modes de son ou de pas son, hein. La vibration, le mode avion, blablabla, vous voyez tout à l'écran. D'ailleurs, le GPS est mis alors qu'il ne devrait pas l'être. Voilà. Le GPS, j'en veux pas. Et toi, j'en veux pas non plus, disagree. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Les icônes sont déplaçables par un appui long. Comme vous pouvez voir, ça peut se bouger. Hop. Vous pouvez interchanger vos icônes pour définir ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Et j'ai pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est qu'on ne peut pas déplier des notifications en mode étendu. Donc, tant que vous avez des notifications comme ça va. Mais dès que vous avez des grandes notifications, vous avez plusieurs lignes normalement, vous ne pouvez pas utiliser la fameuse, ça s'appelle le fameux geste d'Android, soit comme ça, pour pouvoir déplier une application. Si vous faites ça un peu trop fort, ben voilà, faites partir l'application. Enfin, faites partir la notification, excusez-moi. Donc pas grand chose à reprocher, si ce n'est que les notifications en mode tendu ne marchent pas. Pour ce qui est du lanceur, alors là nous sommes sur un lanceur typique, j'ai envie de dire iOS. Pour une fois, on va faire un petit zoom dessus. Donc il n'y a pas de profondeur sur ce lanceur, il n'y a pas de drawer comme on l'appelle communément sur Android, donc c'est-à-dire de liste d'applications en dehors des bureaux. Il est excellemment fluide, donc là-dessus j'ai rien du tout à lui dire, comme vous pouvez voir c'est très fluide. Voilà, là-dessus il n'y a pas de souci. Vous pouvez ajouter des widgets, vous avez même un magasin de thèmes pour pouvoir changer le thème de base qui est celui-ci du téléphone. Donc je vais vous montrer un deuxième thème que j'ai téléchargé pendant mon test. Donc c'est très simple, il faut aller dans paramètres thème et vous avez différents thèmes. Voilà, après il faut aller dans le magasin de thème pour en télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez ici. Moi j'ai choisi de télécharger ce thème qui s'appelle Harmonia. Je vais appliquer le thème en entier. Voilà, ça configure. Donc voilà, le papier peint s'est mis en route. Allez. Et nous voilà sur un thème un petit peu plus, dire fantaisiste, et qui me rappellerait presque ce que s'appelle le nouveau thème de la surcouche TouchWiz de Samsung. Je sais pas s'il y a un rapport ou pas, mais en tout cas voilà. C'est toujours excellemment fluide, bien sûr. Hein. Le thème ne change rien du tout à la fluidité. J'ai vraiment, encore une fois, rien à lui reprocher. Il est vraiment bon. D'ailleurs, on va dézoomer parce que maintenant je suis retourné ici. Il est vraiment bon pour ceux qui aiment bien un lanceur sans avoir de drawer, de liste d'applications à côté. Alors moi, personnellement, à force, je m'y habitue à ce genre de choses parce que je suis actuellement en train de tester un Xiaomi et un Honor et j'ai testé un Meizu. Donc à force, je commence à y prendre goût. Mais personnellement, je préfère toujours avoir un lanceur avec 2 couches. Comme si vous vous rappelez le test du InFocus M810T. Un lanceur à 2 couches, c'est-à-dire une liste d'applications et des bureaux comme ceci. Donc voilà, pour ce qui est du drawer, il n'y en a pas comme je vous l'ai dit. Pour ce qui est des applications préinstallées, alors il y a quelques applications en chinois qui sont désinstallables, donc elles ne sont plus sur cet appareil et c'est très bien. Après, il reste quand même quelques applications qui ne sont pas désinstallables, comme l'App Center, le Game Center, le lecteur RSS qui ne fait en fait que des lecteurs, enfin c'est ça le lecteur RSS, qui ne fonctionne qu'en chinois. Le Game Center n'est pas désinstallable, la météo n'est pas désinstallable et pourtant elle n'est qu'en chinois. Les emails ne sont pas désinstallables alors que c'est qu'en chinois. Live pareil, c'est qu'en chinois. Et Smart Voice aussi, c'est un assistant vocal mais qui ne fonctionne qu'en chinois. Allez, petit test. Ça marche. Hein. Salut trou du cul. Es-tu vivant ou es-tu mort? Donc voilà, je crois qu'il m'a très bien compris. Donc voilà, un assistant vocal totalement inutile. Pour ce qui est du reste, ce sont des utilitaires totalement classiques. Donc vous avez l'appel, les SMS, un navigateur de internet, une petite application pour faire des appels, des dessins. C'est trop mignon, c'est super. Après vous avez rien de spécial. C'est vrai que ce téléphone, on va dire que le bon point, à part quelques applications désinstallables, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bloatware. Et le peu de bloatware en chinois, il est désinstallable, ce qui est très bien. Maintenant, passons à la mémoire de cet appareil. Donc, ce téléphone, comme je l'ai dit, de base, il est vendu comme un téléphone ayant 16 Go de mémoire. Bien sûr, au démarrage, vous avez beaucoup moins de mémoire. D'ailleurs, il faut aller dans à propos pour aller voir le stockage, ce qui est ridicule. Comme vous pouvez voir, au démarrage, vous avez 14,68 Go, moins 2,82 Go pour le système, ce qui fait environ 11,8 Go restant pour installer ces applications. C'est vraiment pas trop mal, même si encore une fois, c'est un petit peu chiant d'avoir autant de place mangée par le système. Bon, je vais quand même pas me plaindre parce que par exemple sur le Honor 7, c'est pire. On en reparlera au moment du test qui arrive pas tout de suite. Bref, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur la mémoire. En tout cas, en termes de capacité, il existe pire. Je trouve que c'est assez peu, mais ce n'est pas le pire qui existe. Pour ce qui est du partitionnement, heureusement, il n'y en a pas. Et pour ce qui est du déplacement des applications vers la carte SD, il est possible. Et merci à Meizu d'y avoir pensé. Même si c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Maintenant,
Disons que ça s'appelle je leur dis merci parce qu'il y a encore certains téléphones s'appellent on ne peut pas, enfin téléphone et tablette, on ne peut pas déplacer l'application de sa carte SD, ce qui est ridicule. Pour ce qui est des mises à jour, dernier point de cette partie software, les mises à jour OTA fonctionnent via une application dans le téléphone, elles ne sont pas dans les paramètres, elles sont dans une appli qui s'appelle mise à niveau. Tiens, voyons, ça s'appelle cette mise à jour OTA. Non, version la plus récente. Et chose bien, on va dire, sur ce téléphone, c'est que depuis que je l'ai, c'est-à-dire ça fait environ 2-3 mois, même 2-3 mois que je l'ai, j'ai eu 2 mises à jour OTA pendant cette période, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc le suivi logiciel est quand même relativement correct, on va pas se plaindre là-dessus. Pour ce qui est des promesses là-dessus, j'en ai pas trouvé, alors je vais pas me prononcer. Pour ce qui est du route, il est impossible de router ce téléphone facilement, parce que je n'ai pas réussi à le faire via mes utilitaires basiques. Pour ce qui est du livrage du bootloader, j'en sais rien. Pour ce qui est des custom ROM, il n'y en a pas à ma connaissance. J'ai pas été voir récemment son IDROM, alors ça se trouve, il y en a peut-être qui sont arrivés depuis. Donc voilà, c'est la fin de cette partie logicielle, et passons maintenant à la partie avis et à la conclusion. Pour ce qui est des points positifs de ce téléphone, le rapport qualité-prix qui est quand même assez intéressant en ce moment, donc il coûte environ 150 € dans les entrepôts européens de chez Gearbest en Angleterre, et vous serez livré en 3-4 jours, donc là-dessus c'est vraiment pas mal. Et bien sûr, comme je vous ai montré au début, l'offre sur rue du commerce. Nous avons un téléphone avec une excellente autonomie qui vous permettra de tenir une journée à coup sûr en usage très intensif, mais en même temps, si vous vous rappelez des tests en jeu que je vous ai montré tout à l'heure, quelle est la personne qui se servirait de ce téléphone en usage intensif? Je me demande bien. Vous pourrez tenir 2 jours en usage normal, et qui sait plus si vous utilisez pas beaucoup votre téléphone. Mais dans ce cas, encore une fois, pourquoi aller acheter un téléphone en Chine? Autre point positif, la luminosité d'écran qui est excellente, donc qui vous permettra de pouvoir voir l'écran dans toutes les conditions. L'appareil photo arrière qui est vraiment sympathiquement bon pour le prix, avec un flash qui est très utile comparé à d'autres flashs, par exemple revenons au 15 G9000, hein, qui ne coûte pas, quand on y pense, ne coûte pas beaucoup moins cher que ça, hein, c'est à 50 € de différence, et le flash ne servait juste à rien. Alors, autre point positif de ce téléphone, c'est le bouton M-Back, donc c'est le fameux bouton, seul bouton système de ce téléphone, que je trouve vraiment sympathique et novateur, parce que c'est vraiment la première fois que je vois sur Android un téléphone avec un bouton de ce type-là. Même si ça rappelle, on va dire, le traditionnel bouton de l'iPhone, de l'iPod Touch, de l'iPad. L'idée est vraiment très bonne derrière, parce que comme vous pouvez voir, on va aller sur Chrome. Hein. Je sais pas s'il m'a regardé ma page de tout à l'heure. On va voir. Hein. Alors ça met quand même pas le temps à revenir, donc non, il m'a pas exposé la page. Je vais aller sur un blog, tiens. Le blog qui est encore dans mes, on va dire, dans mes favoris. Alors, allez, mon Wi-Fi, voilà. Blablabla, voilà, je vais aller sur un article. Voilà, on va aller sur la propos. Et comme vous allez voir, si vous effleurez le bouton, clac, clac, quand on effleure le bouton, ça fait retour et ça ne fait pas home comme quand vous cliquez. Alors l'idée est vraiment très bonne. Ça peut être très pratique une fois que vous l'avez pris, enfin que vous êtes habitué à ça. Et moi personnellement, je trouve que c'est un très bon point de ce téléphone en termes, on va dire, d'innovation. Dernier point positif de ce téléphone, et pas des moindres, c'est la solidité qui est vraiment très bonne en termes de solidité extérieure. Et pour ce qui est de l'écran, c'est meilleur que la moyenne. Pour ce qui est des points neutres, nous avons la puce Bluetooth qui se coupe quand vous sortez la musique du multitâche. Alors tout à l'heure, je dis que c'était, on va dire que c'était nickel. Oui, en termes de musique, il n'y a aucun souci, mais dès que vous sortez de la musique du multitâche, vous entendez, ça s'appelle la puce Bluetooth faire un petit clac-clac. Donc bonne ou mauvaise chose, je ne sais pas. Après, ce que je peux vous dire aussi, c'est que en montrant Android Wear, ça s'appelle ce téléphone coupe souvent la connexion Android Wear. Donc ça, c'est encore une fois lié au Wake Lock. Donc pour moi c'est compliqué de trancher pour vous dire si c'est un gros problème ou si c'est un petit problème. Je laisse ça à votre jugement. Autre point neutre, un écran qui est bien contrasté avec une luminosité très bonne, mais sur lequel on remarque, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des petits, on va dire, je sais pas comment on pourrait appeler ça. On va dire qu'on remarque que l'écran n'est pas éclairé homogènement, donc c'est un peu dommage. Autre point neutre, c'est selon moi le SoC, donc le MT6753, qui selon moi n'est pas adapté pour 2080p. Donc pour des petits jeux 3D, 2D et de la vidéo, ça va. Mais dès qu'on rentre dans les jeux 3D lourds, ça rame assez fortement. Surtout, enfin, c'est pas tant le CPU qui est en cause, c'est surtout le GPU Mali T720 qui est vraiment en cause dans ce téléphone. Et donc, enfin, pas dans le téléphone, dans le SoC, plus largement. Et enfin, un autre point neutre, c'est le clavier par défaut, donc que je ne vous ai pas montré ici parce que je l'ai totalement retiré du téléphone, qui n'est pas du tout adapté au français. Il n'a aucune autocorrection en français, donc moi, je vous conseille de le remplacer par le clavier que j'ai utilisé pendant tout ce test, c'est-à-dire SwiftKey. Donc voilà. SwiftKey qui fonctionne très bien en termes d'autocorrection, en termes de français. Donc je n'aurai rien à lui dire.
Enfin, les quelques points négatifs de ce téléphone, c'est selon moi l'absence du LTE 800, donc de la B20 en termes de LTE, ce qui est, enfin en 4G, ce qui est selon moi quand même assez préjudiciable pour certaines personnes qui utilisent certains opérateurs. Donc je crois que c'est encore une fois c'est SFR, Bouygues et Orange qui utilisent cette fréquence. Ensuite, la catégorie paramètres qui est selon moi très mal organisée. Alors là, c'est vraiment le foutoir. On peut dire par exemple que MIUI c'est le foutoir, mais on peut pas dire que ça s'appelle dans ce cas-là que ça s'appelle Flyme, c'est pas du tout le foutoir. Alors déjà pour commencer, pourquoi on a des petites icônes avec comme ça à côté de la page? Je trouve ça totalement débile de devoir déplier comme ça pour avoir mes paramètres. Et puis ensuite ça s'appelle c'est le foutoir. Regardez, par exemple comme je l'ai dit tout à l'heure, pour chercher ça s'appelle le stockage, il faut aller dans à propos de l'appareil. Pour ce qui est de l'affichage, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je trouve que ce système-là est totalement peu intuitif. Il serait peut-être plus intuitif, par exemple comme sur une tablette que j'ai de chez Samsung, si on pouvait faire tourner l'écran sur les paramètres et qu'on pouvait tout simplement pouvoir l'utiliser de manière en paysage. Mais non, on ne peut pas. Donc les paramètres selon moi sont assez mal organisés et je trouve ça très dommage. Ensuite, les quelques applications qui restent en chinois, ce qui les rend inutiles, donc les bloatware dont j'ai parlé, donc l'App Center, le Game Center, la météo, le lecteur RSS, tout ce genre de choses, selon moi, c'est dommage qu'on les ait dans le téléphone. Enfin, la dernière chose qui, selon moi, est préjudiciable sur ce téléphone, c'est l'installation relativement compliquée du Play Store. En tout cas, pour une personne qui n'est pas du tout adepte des manipulations sur téléphone, même des manipulations tout court, qui a pas envie de se faire chier à faire des manipulations, je trouve ça dommage que le Play Store soit aussi compliqué à installer, surtout que vous avez en fait à la base un utilitaire qui est simple et au final, on va dire des manipulations compliquées à faire pour installer les Play Services. Les quelques bugs rencontrés ensuite. L'interface a du mal à prendre de la vitesse sur des défilants rapides. Ça, c'est une chose claire. Vous allez le voir sur une page internet qui est assez longue, j'essaie de vous le montrer. Alors comme je vois, le téléphone affiche un écran qui est bleu. En tout cas, à ma caméra, ça passe en bleu, donc je sais pas si pendant toute la vidéo ça a fait ça. Mais l'écran, à mon viewfinder, est violemment bleu. Je ne sais pas. Donc bref, je vais aller sur une page internet et je reviens tout de suite. Donc nous voilà sur Basket Info, et comme vous pouvez le voir tout de suite, c'est pas dégueulasse, mais ça a vraiment du mal à suivre mon doigt et à prendre de la vitesse dans les interfaces type internet, donc un petit bug qui est assez dommage. Ensuite, nous avons aussi un problème que j'ai appelé de drop and recover, pour ceux qui parlent un petit peu anglais, du volume de la musique au moment d'envoyer un SMS. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous écoutez de la musique en même temps que vous envoyez un SMS, dès que le SMS est envoyé, le son de la musique se baisse totalement, puis 3 secondes après revient au niveau où il était, donc c'est un petit peu bizarre, c'est embêtant et c'est dommage. Ensuite, quand on retire l'application qui est actuellement utilisée du multitâche, et ben ça fait une sorte de petit bug bizarre et ça fait redémarrer le lanceur. Donc par exemple, ça s'appelle que si je retire Chrome du multitâche, comme vous allez pouvoir le voir là, Chrome, et ben le lanceur se redémarre, même si je crois que le bug a été corrigé parce que maintenant le lanceur ne se redémarre plus aussi lentement. Donc on va essayer maintenant avec une autre application. Voilà. Clac. Non, je pense que le bug a été corrigé lors de la dernière mise à jour. Ça, c'est vraiment le problème avec les téléphones qui évoluent comme ça avec des mises à jour OTA. C'est une bonne chose, donc on peut dire que ce téléphone nous fait mentir et que le bug par rapport à ça a été corrigé. Autre point un petit peu chiant, c'est le fait que comme il n'y a pas de bouton menu sur ce téléphone, et ben sur certaines applications, vous avez en fait une barre qui se rajoute soit avec un plus, soit avec 3 petits points pour afficher un menu, soit pour des trucs comme ça. Donc c'est dommage. En fait, c'est là où le bouton M-Back va dire atteint ses limites. C'est qu'il n'a pas de fonction s'appelle pour afficher un menu. Et donc c'est dommage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme autre problème? C'est aussi le dédoublement de certaines notifications, comme par exemple Frandroid, pour ne citer que qui ont eu le droit à des problèmes de double notification. Et enfin, le dernier bug rencontré, et pas des moindres, c'est le problème de Wake Lock, qui empêche aux notifications d'être poussées en permanence. Alors ce que je viens de voir, et là je suis totalement sur le cul parce que je ne l'ai pas vu avant, c'est qu'en restant appuyé sur une application, ça faisait comme sur Xiaomi, comme sur les Xiaomi et comme sur les Honor, ça loquait l'application dans le multitâche. Donc je vais essayer. Oui, ça les lock. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'en fait qu'il faut gérer ces wake lock? Je ne sais pas. Mais en 3 mois d'utilisation, là j'ai fait une manœuvre anodine et je ne savais pas ce que je faisais. J'ai trouvé comment régler un problème à dire anodin. D'accord. Alors là, je suis totalement sur le cul. J'ai rien d'autre à dire. J'ai regardé beaucoup de tests sur ce téléphone. J'ai regardé énormément de tests sur le Meizu M2 et je n'ai vu personne parler de ce point. Donc je pense que je me demande même si les utilisateurs de Meizu savent que ce point existe. Donc si vous voulez locker vos applications de manière à ce qu'ils tournent de manière permanente en tâche de fond, et encore je ne sais pas si ça marche tout le temps parce que je n'ai pas expérimenté, vous restez appuyé dessus et ça la lock
dans le multitâche. Donc voilà, merci Meizu de nous avoir donné une manière pas du tout intuitive de pouvoir utiliser son téléphone. Merci. Ah merde. Bref, passons à la conclusion. Ce téléphone se présente comme un téléphone correct dans sa gamme de prix. Un téléphone solide avec des spécifications correctes pour le prix. Selon moi, une excellente autonomie avec quelques mises à jour OTA pour corriger certains bugs, comme vous l'avez vu par rapport au bug du lanceur. En résumé, un téléphone qui semble en fait sympathique, hein, mais le problème réside dans un relevé de notification qui est vraiment bizarrement géré, ce qui fait qu'on ne reçoit pas toutes les notifications. Le fait aussi que le système soit assez exotique par rapport à d'habitude, donc on est loin de l'Android stock pour une fois, mais on est sur un téléphone qui est quand même très modifié. Autre point que je pourrais vous montrer, ça s'appelle pour appuyer mon propos par rapport aux modifications de système, c'est aussi le système de copier-coller qui est totalement dégueulasse, regardez-moi ça. Je sais pas si j'y arriverai sur un truc où il n'y a pas de truc à copier. Non, ça marchera pas, donc hop là. Voilà. Voilà, ça fait afficher. Ah zut. Oh, voilà. Oh purée, je vais pas y arriver. Alors on reste appuyé. Et ça en fait, ça n'arrive pas à gérer le système de base de Google. Comme vous pouvez voir, ça veut afficher une barre comme sur Android Stock pour pouvoir avoir le copier-coller de base. Mais non, il a fallu que Meizu rajoute son petit grain de sel. Et en plus fasse des bêtises en n'affichant pas complètement tout cop, tout sélection. Donc on ne sait pas. Enfin, pour les personnes un petit peu bêtes, hein, enfin un petit peu manquant, on va dire, de fluidité d'esprit, disons ça, je sais pas comment le dire autrement, et ben on peut se demander qu'est-ce qui se passe ici, pourquoi ça marche mal, et sincèrement je comprends assez parce que ce n'est pas du tout intuitif, donc ce système Flyme est quand même assez exotique, il faut le souligner. Ensuite, l'expérience de ce système est quand même assez étrange, hein, par rapport à d'habitude, on n'est pas habitué sur Android à avoir un système qui ressemble à un iPhone, hein. Donc, en conclusion, si j'ai devais le recommander à l'achat, déjà, ce ne serait pas pour un joueur sur smartphone, parce que le MT6753 ne doit pas être utilisé sur un écran qui fait plus de 720p de définition, à cause du GPU. Pour quelqu'un qui veut beaucoup de photos, alors là, pourquoi pas. Je dis bien pourquoi pas, parce que pour son prix, l'appareil photo arrière fait vraiment des photos tout à fait bonnes. Par contre, les sacrifices qui devront être faits, ce sera en vidéo. Malgré qu'il tourne en 1080p, l'image en vidéo n'est pas très bonne, je trouve. Pour quelqu'un qui ne se sert pas énormément de son smartphone, oui, pourquoi pas, grâce à son autonomie, il tiendra des jours et des jours en usage léger. Mais dans ce cas-là, pourquoi acheter un smartphone en Chine? Voilà, la question se pose. Le modèle vendu en France peut être intéressant, même si, selon moi, je dis bien en temps normal, parce qu'en temps normal, il coûte 229 €. En temps normal, il est un petit peu cher. Là, actuellement, il est à 139 € avec l'ODR, donc je pense que ça peut être intéressant de regarder ce qu'il vaut. Même si, personnellement, je ne m'engage pas à vous donner d'avis sur le modèle européen, parce que je ne l'ai pas testé face au modèle asiatique. Pour ce qui est du reste, ce sera à vous de vous décider sur la base du test que je vous ai proposé, même si je pense que l'on peut avoir mieux à ce prix. Soit un MT6753 en 720p, donc pas le Doogie F3, non, pas le Doogie F3. Un MT6752 sur du 720p, pourquoi pas aussi. Un Xiaomi Redmi Note 2 aussi, qui va bientôt arriver en test sur la chaîne. Je pense, déjà sans me tromper et qu'un petit peu de spoiler, pouvoir vous dire que le Xiaomi Redmi Note 2 est meilleur que le Meizu M2 Note. Le seul point où le Meizu M2 Note sera meilleur que le Xiaomi Redmi Note 2, c'est en termes d'autonomie, où le Xiaomi Redmi Note 2 est assez catastrophique. Enfin, pas catastrophique, mais qui n'est pas très bon. On en reparlera pendant le test. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de test du Meizu M2 Note. Alors, personnellement, mon sentiment à la fin de cette vidéo, c'est que je n'ai pas fait une excellente vidéo. Je trouve que j'ai été assez brouillon dans cette vidéo. Alors, je suis un petit peu désolé. J'espère que ça ne va pas vous gêner. Si vous avez malgré tout aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Si vous ne l'avez pas aimé, et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour que je puisse continuer de m'améliorer. Donc voilà, à bientôt pour une future vidéo. Salut!